Du haut de ces sommets enneigés, un monde se dévoile à nous. Nature merveilleuse et généreuse, étonnante, envoûtante. Les géants de pierre et de glace sont là, au-dessus de nos têtes. Ils nous dominent, nous fascinent, nous attirent. Véritable barrière naturelle et immense pyramide fumante, voici le mont Everest, Sagarmatha, dans ce pays que l'on nomme Népal. Dawa Dashiri Sherpa est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs coureurs longue distance de sa génération. De nationalité népalaise, il vit en Suisse. Il est devenu un symbole de réussite dans son pays et une icône dans le monde du trail européen. 10 des 12 plus hauts sommets de notre globe se trouvent au Népal. Enserrée entre les deux géants économiques que sont l'Inde et la Chine, la population népalaise est constituée de nombreuses ethnies. On en compterait aujourd'hui plus de 30. Les Sherpas représentent l'une des plus petites d'entre elles. Ils sont principalement installés dans la région du Khumbu, au pied de Sagarmatha. Installé depuis 30 ans au Népal, Henri Siguéré, écrivain grenoblois, himalayiste, vit à Katmandou. Il a épousé une Sherpanie de Pangpodje, dans le Khumbu. Il nous parle de cette ethnie, les Sherpas, qu'il connaît si bien. Les Sherpas, bon, c'est un monde tout petit. En fait, ils sont pas. C'est une sous-préfecture en France. Le peuple Sherpa, c'est une petite ville de France, 40-50 000. D'où viennent-ils? Ce sont des Tibétains. Et ce sont des Tibétains du sud-est du Tibet, du nord-est du Népal, au nord-est du Népal, qui habitaient une province et on dit et on pense qu'ils ont été chassés par des Mongols. Les envahisseurs les ont fait fuir. Est-ce qu'il y a des histoires de religion? C'est possible. C'est-à-dire que le Tibet assujetti à la religion, l'ancienne religion, bon, et il est possible que les Sherpas déjà soient déjà imprégnés de religion Nyingmapa, c'est-à-dire un des premiers bouddhismes. Hein, le bouddhisme qui est rentré venant de l'Inde, et il est possible que ce soit aussi religieux. Ils quittent leur province tibétaine, ils vont un peu, ils descendent, ils vont vers l'ouest, et ils piquent droit sur le Népal. Et là, presque tous, ils passent un col qui s'appelle le Nyingmapa, et ils rentrent au Népal du Nord, c'est le Khumbu. Le Khumbu, c'est leur région. Comme la Bretagne, il y a des Bretons, le Khumbu, c'est des Sherpas. C'est des petites vallées, des hauts plateaux, il n'y a pas beaucoup de plateaux, qui s'étagent entre 3005 et le pied des Himalayas, dont le pied de Sagarmatha, l'Everest, du Cho-Oyu, etc., des 8000, de 3005 à 5005. Et ils s'installent là. Bon. Mais une partie descend et colonise le Solu, c'est-à-dire les terres qui sont en dessous du Khumbu. Hein? Et bien sûr, tous ceux qui arrivent, ils cherchent les terres fertiles et les climats pas trop difficiles. Hein? Donc ils vont d'abord dans le Solu, et quand le Solu est saturé, ils s'installent dans le Khumbu. Ce peuple qui habite des habitats géographiques très différents, très dispersés, bien sûr, il n'est pas le même partout. Mais prenons le cas, par exemple, des Sherpas du Khumbu. 3500 mètres d'altitude à 5500 mètres. Il y a des types qui vivent à 5500 mètres. Hein. Tu prends un gamin Sherpa. Le gosse, il naît à 4000. Son cœur, ses poumons s'adaptent tout de suite à l'absence d'oxygène et à l'altitude, au froid, aux conditions difficiles, à l'absence de route, au fait que le gamin, il va courir, mais il ne va pas courir dans des prés à plat, il va courir sur des pentes très raides, à la montée, à la descente, dans des cailloux. Donc,
Ce peuple, c'est un peuple qui vit à l'extérieur, qui a des capacités physiques hors du commun par rapport à nous. Un jeune Sherpa, à 5 ans, il porte un petit sac. À 5 ans, il ramène du bois avec sa maman de la forêt. À 5 ans, il va chercher de l'eau. Et quand il va chercher de l'eau, le jerrycan, c'est minimum 10 litres ou 20 litres. Donc, moins 10 degrés de froid, le gamin, il va chercher 20 litres d'eau. Et il porte 20 litres d'eau avec l'eau qui coule dans son cou. Donc, c'est des durs. C'est un peuple qui a des longueurs d'avance sur nous. Nous sommes à Soyan Bodnat. Haut lieu spirituel bouddhiste, ce stupa est une destination de pèlerinage pour les moines tibétains, mais également pour de nombreux Sherpas qui quittent le Khumbu et les températures glaciales durant l'hiver. À nos pieds, la ville de Katmandou, ville oppressante, intrigante, mais parfois envoûtante. Cette ville compte aujourd'hui plus de 2 millions d'habitants. Katmandou est la capitale politique et religieuse du Népal. Historiquement appelée Kantipur, les Newars sont les premiers à s'installer dans la vallée de Katmandou au XIe siècle. L'influence architecturale hindouiste est omniprésente. Aujourd'hui, à Katmandou, les hindouistes et les bouddhistes sont côte à côte. Les religions se mêlent, comme pour mieux affronter cette misère-là, toute proche, au coin de la rue. Mais la diversité du peuple népalais est sa principale richesse. Ainsi, la tolérance entre les ethnies vivant au Népal a permis aux Sherpas de s'implanter, s'intégrer et de se développer. Dawad Ashiri est un Sherpa, coureur de trail longue distance. Il est mondialement connu et considéré comme l'un des meilleurs de sa discipline. Il a remporté les plus grandes courses, l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'Annapurna Mandala Trail, le Chimbe Raid, les Templiers et à 2 reprises l'Himmal Race, au Népal, les 2 victoires les plus importantes peut-être pour lui. Il est ici à Katmandou pour organiser sa première course, un trail de 14 jours parcourant le Solo et le Khumbu. Au départ de Jiri, situé à 1200 mètres d'altitude, il a imaginé un itinéraire ralliant le Kalapatar à 5600 mètres, proche du camp de base de l'Everest. Un itinéraire parcourant plus de 300 km, un dénivelé positif de plus de 19 000 mètres et négatif de 18 000 mètres. Un véritable exploit, une course himalayenne en pays Sherpa. Ils sont 50 coureurs à venir tenter l'aventure du Solo Khumbu Trail. L'itinéraire du Solo Khumbu Trail passera rapidement à des altitudes élevées, approchant les 5600 mètres. L'acclimatation est un atout important, car le corps humain peut s'adapter à l'altitude si la montée se fait progressivement et lentement. Ce qui n'est pas le cas dans une course comme celle-ci, puisque l'objectif est d'aller toujours plus vite. Cela peut entraîner chez les coureurs des troubles souvent bénins, qui peuvent cependant s'avérer dangereux, voire mortels. Il n'y a pas de raison qu'on ait de gros soucis, sauf problème infectieux. C'est la pathologie classique, les gens ont une bronchite,
et subissent mal l'altitude et refont un problème d'altitude, à savoir soit un œdème cérébral, soit un œdème pulmonaire. Toujours à cause du manque d'oxygène, parce que plus on monte, plus la pression partielle en oxygène diminue, et plus le corps doit se satisfaire de peu d'oxygène. Et donc, les cellules dans le corps, en cas de manque d'oxygène, qu'on appelle hypoxie, vont se mettre à gonfler, et puis au deuxième stade, vont se mettre à éclater. C'est un peu expliquer simplement ce qui se passe. Voilà. Mais il y a des liquides qui se mettent là où il ne faut pas, et il y a des tissus qui gonflent. L'œdème pulmonaire, c'est des liquides, et puis ensuite, il y a un problème inflammatoire qui est bien compliqué tout ça, et ce qui fait que les échanges entre l'air des poumons et le sang ne se fait plus du tout. Voilà. Et le traitement de toutes ces pathologies, de toute façon, c'est de redescendre, soit en marchant, si la personne est capable, soit avec le caisson hyperbare. Et ce matin, ça a sonné 2 coups. Vers 6h. Le solo kumbu trail est pour Dawa l'occasion de faire découvrir la beauté de son solo kumbu natal. Mais c'est aussi une chance pour les coureurs de parcourir les chemins de son enfance et de découvrir la vie des Sherpas. Voilà, c'est la maison de ma mère. Ah, ouais. Et les côtés, c'est la maison de mon frère qui est décédé au Tushilapta il y a 2004. Ouais, 3 ans. Ouais. La maison de Takshindu est toujours habité par les cousins de Dawa. Il y revient après 6 années d'absence. Avant que je vienne en Suisse, dans les fenêtres, toutes les fenêtres, c'est comme ici, quoi, et que les plastiques, quoi. Il n'y a rien. Et puis, il n'y a pas de bois non plus, c'est des murs bruts. Alors, comme j'ai vu un bois ailleurs, alors j'ai fait un petit peu de... C'est toi qui as... Ouais, un petit peu de fenêtre. J'ai vu en Suisse, dans un chalet, des bolets. Comme ça. J'ai fait mettre comme ça c'est bien. On va plier. Et aussi les petites larmes, tout ça. Mais sinon, avant, ils ont juste des choses comme ça pour mettre des maïs ou de blé, tout ça, quoi. C'est bien aménagé, là. Sa maman vit désormais à Katmandou, dans un petit appartement. Depuis les débuts de coureur de son fils, elle conserve les trophées, récompenses et autres articles de presse relatant ses victoires. Les frères et les sœurs de Dawa se rendent désormais à Katmandou pour retrouver l'esprit familial. Là, nous, on a aménagé après ici, de faire la cuisine en haut. Sinon, avant, il y avait... mes parents ils faisaient les feux ici, comme ça. Il y avait, depuis en bas, ils ont mis un petit poteau. Et puis dessous, ils ont fait un petit base. Dans la base, il y avait terre et sur la terre, ils faisaient les feux ici. Mon papa, il est décédé juste ici. Ah ouais.
il est malade, comme il est fou ici, il était couché ici, il est juste décédé ici. Là. Un jour, quand je suis arrivé à la maison, il m'a dit moi je sens pas bien du tout et il faut que j'ai cherché de l'argent chez quelqu'un un peu plus bas. J'ai emprunté il y a, je sais pas, quelques mois. Alors je suis allé chercher de l'argent et ça m'a pris un petit peu de temps parce que les personnes n'avaient pas non plus de l'argent tout de suite, machin, patati patata. Et quand je suis arrivé à la maison, mon papa il était décédé sur place. Et puis après ma mère elle m'a dit c'est dans les paroles de ton père, si tu veux, tu restes à la maison. Voilà. Au coin du feu, allumé juste pour faire chauffer de l'eau pour le thé, Dawa revient sur ses débuts de coureur. Après courir vraiment, c'est plus en Europe. J'ai commencé au Népal, mais c'est 94. J'ai participé au super marathon de Himalaya. Première étape, en première édition, j'ai fait 3 étapes. Après 4e étape, j'étais très malade, j'ai abandonné. Et deuxième édition, j'ai participé, j'ai fini 3e. Ah oui, d'accord. Après, j'ai jamais couru et j'ai fini 3e. Et les gens ils ont demandé si je voulais venir en Europe, machin. Et en plus, à l'époque, Annie, il était là, on a fait la connaissance aussi avec Annie. Un petit peu grâce à tout, Annie et les autres coureurs, je suis arrivé en Suisse. J'ai passé 3 mois à fin de l'année. Et après, en courant, j'ai fait des connaissances en Suisse, les connaissances de police, de contrôle de l'habitant, tout ça. Et après, la 2e année, je suis resté 6 mois. Parce qu'ils ont dit, si comme tu cours, alors on te donne un visa pour 3 mois de plus. Alors, je suis resté 6 mois. La 3e année, je suis resté 9 mois. Et puis après, Voilà. Et puis après, on est resté définitivement depuis 1998. Quoi. Je suis content et depuis pour moi c'est un petit peu particulier. Émotionnellement c'est assez particulier parce que j'ai vécu assez longtemps ici. Et de retrouver revoir un petit peu les traces. Aujourd'hui, ma mère elle n'est pas là, mon père est décédé il y a déjà une 15aine d'années. Et pour revoir tous mes nouveaux nés qui sont par là, c'est quelque chose de bien pour moi. Et aussi pouvoir partager avec mes amis, tout ça, c'est... Enfant, Dawa venait garder avec sa mère et ses frères les troupeaux de yak et de nak dans cet alpage. Ce lieu, appelé Beni, est situé à plus de 4000 mètres d'altitude, à quelques heures de marche de Takchindou. Les Yersa, mot népalais désignant les alpages, montent là jusqu'à plus de 5500 mètres. C'est en souvenir de ces mois d'été passés à surveiller les troupeaux et à transporter le lait que les coureurs du Solo Khumbu Trail ont traversé cet espace encore inhabité et authentique. Ils passèrent également non loin du village monastère de Phungmudje. Situé à plus de 3800 mètres d'altitude, ce monastère a été un lieu important pour Dawa. Alors que sa vie d'enfant se confrontait à de profondes interrogations sur l'aide à apporter aux autres,
il décida de devenir moine bouddhiste. Il resta alors quelques mois dans ce lieu qui abrite aujourd'hui plus de 3000 moines zénones venus parfaire leur enseignement bouddhiste auprès de Tulso Rinpoche, réincarnation de Bouddha. Le monastère est un lieu de prière. La spiritualité y est omniprésente. De nombreux enfants ont également acquis une solide instruction grâce à l'école monastique. Ils ont appris là à lire, à écrire et à compter. C'est au monastère de Takshindu que Dawa est devenu moine. Il y resta 5 années. Sa course est pour lui l'occasion de retrouver son enfance. Quand je suis arrivé ici, je suis logé avec un ami. Et je suis resté 1 année et demie avec lui. Et puis après 1 année et demie, mon père il a acheté cette maison, la moitié de cette maison-là. Et ça m'appartient depuis la petite fenêtre jusqu'à là. Et je suis resté en tout 5 ans. Alors ça veut dire que je suis resté 3 ans et demi dans cette maison-là. Et puis si vous voulez visiter, bienvenue dans la maison. Toute la journée on travaille, mais une fois que j'ai fini mon travail, je sors, je fais un peu d'activité physique pour mon personnellement. Dans l'école monastique, au tout début, c'est un enfant alphabet. Bon, quand je suis arrivé ici, là, on commence à faire des récits de prières. Et ça, en fait, dans le monastère, c'est très dur. Très difficile à fond parce que c'est pas seulement tout simplement lire et écrire, on doit à fond par cœur. Tout ce qu'on a appris, c'est le respect sur les natures, avec les autres, dans les autres, et respect de soi. Et puis après, un peu plus loin, on apprend de prier, de réciter, de tout. Après 7 années passées dans les monastères, il est l'heure pour Dawa de choisir sa vie future. Rester moine ou reprendre sa liberté. Je suis parti en Katmandou. Depuis 1991, ça fait 2001, ça fait déjà 10 ans. Et ça fait quoi? Ça fait 18 ans. Après, une fois que j'ai décidé de partir, ici dans le village, dans le coin, il n'y a pas beaucoup de solutions. J'ai eu chance de rencontrer les organisateurs de Supermarathon de Himalaya. C'est organisé par un Suisse et un Français dans le vallée de Langtang. Et puis, ils cherchaient des locaux sur place. Alors mon frère, il était dedans comme cuisinier. Il m'a demandé si je peux participer aux courses. À l'époque, je ne sais pas du tout courir, je n'ai jamais couru. Je faisais des arts martiaux, je fais pas mal d'activités physiques personnellement. Et puis j'ai dit, j'ai jamais couru, mais pourquoi pas, j'ai dit. Et puis depuis là, j'ai goûté les courses à pied, j'ai eu la chance de goûter de coureurs et coureuses. Et puis depuis là, je cours toujours. La première fois que j'ai couru, c'était 1994. J'ai fini juste 3 étapes. Et au bout de 3 étapes, j'étais très malade. Et j'ai fini dans la caisson. Après, j'ai abandonné la course. Et puis, en 1995, j'ai reparticipé. Là, j'ai fini 3e. Là, j'ai fait connaissance à Annie, ma épouse. Et aussi tous les amis coureurs. Et ils m'ont dit, comme tu cours bien, si ça te fait plaisir, nous on invite à Genève, en France, il y a plein de petites courses. Alors j'ai dit, pourquoi pas. À l'époque, je ne parle pas un mot de français. Tout ce que je sais dire, c'est bonjour. Voilà. C'est à Genève qu'il faut aller désormais pour rencontrer Dawa lorsqu'il ne court pas, dans une entreprise du bâtiment. Alors voilà, environ maintenant une dizaine d'années, un collaborateur de l'entreprise
qui connaissait Dawa et qui avait fait à l'époque une course au Népal. Ça s'appelait, je crois, le marathon de l'Himalaya. M'a contacté un jour pour me présenter Dawa. Et effectivement, j'avais jamais entendu parler de ce personnage. Et j'ai eu une rencontre avec lui qui s'est vraiment bien passée. Quelque chose déjà à la vision de Dawa. Quelque chose se passait quand on discutait avec lui. Et quand on m'a proposé de l'embaucher, bien que le profil type de Dawa ne corresponde pas au personnel qu'on a chez nous, il faut dire que sur tout le canton, je pense même en Suisse, il n'y a aucun Népalais dans la construction. Mais l'histoire m'a un peu séduit et finalement j'ai accepté d'engager Dawa, à titre d'essai d'abord. Et puis finalement, il s'est très très bien intégré dans l'entreprise, dans les équipes, il s'est fait apprécier. Et Dawa travaille chez nous maintenant depuis une dizaine d'années. Alors Dawa occupe un poste de maçon. Il travaille sur différents chantiers, des chantiers de grosses œuvres. Son travail consiste à tous travaux de bétonnage, de ferraillage, de coffrage. Il pratique aussi des travaux de rénovation. Je suis assez un peu, comment dire, multifonctionnel si tu veux. Je fais un peu de tout, un peu de coffret, décoffret, de bétonnage, donner un coup de main de bétonnage. Des fois, je travaille avec des équipes fixes, des fois, je suis un peu, si tu veux, un peu indépendant. Des fois, je donne un peu de coup de main un peu par-ci, par-là. Je touche un peu de tout, quoi. Des fois dans l'échafaudage, des fois même de rénovation, aussi des jours où je travaille aussi avec des génies civils. Et génie civil, c'est plus installation de chantier, de route. Sinon, la plupart du temps, je travaille dans le bâtiment comme ça, les constructions. Lorsqu'on est quelques personnes entre nous et puis qu'on évoque, qu'on prononce le mot de Dawa, immédiatement quelque chose se passe. Ça nous fait plaisir, c'est agréable de parler de Dawa. Tout ça dû à l'image positive, l'harmonie qui se dégage du personnage. Vraiment, tous les gens sont très heureux de suivre ce qu'il fait. Si Dawa gagne une course, on est content. Si Dawa ne gagne pas la course, on est content quand même, comme le dit lui-même, Dawa. Et s'il ne gagne pas la course, il gagne en tout cas la course à l'applaudimètre, parce qu'on suit ses courses. J'ai assisté à des arrivées de course où vraiment c'est le délire complet. Donc Dawa, chez nous, pour notre propre personnel, c'est du plaisir, c'est du bonheur. Pour nous, c'est vraiment un distributeur de bonheur. Ce bonheur, Dawa a décidé de le distribuer également dans son pays. À Mera, le village paternel, dans le Solo, un monastère a ouvert ses portes voilà 14 ans. Il est dirigé par son cousin, qui est grand lama. Pour faciliter la vie des moines et exprimer sa reconnaissance pour l'école monastique qui lui a donné instruction et éducation, Dawa rassemble depuis 5 ans des fonds pour permettre le développement du monastère. Ah, ok. Don't come here. Le monastère de Mera est d'une influence Nyingmapa, un des premiers bouddhismes venus de l'Inde, également appelé
bouddhisme des bonnets rouges, qui comporte quelques nuances avec le bouddhisme du Dalai Lama, le bouddhisme des Gelugpa. म चाहिँ यो गुम्बाको प्रमुख लामा हो अनि मेरो काम चाहिँ अब यहाँ लामाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने अनि गुम्बा सुरक्षित गुम्बाको लागि संरक्षण गर्ने मेरो कर्तव्य गुम्बा प्रति चाहिँ मेरो भर्खर गुम्बा बनाउने उद्देश्य भनेको अब हामी बुद्धिस्टहरूले अब मैले एउटा बुद्धिस्ट को सिद्धान्त अनुसार अध्ययन गरेँ त्यो अध्ययन चाहिँ अरू व्यक्तिहरूले पनि प्राप्त भएर चाहिँ बुद्धिस्ट धर्मलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बनाएको हो मेरो उद्देश्य थियो म अब बुद्धिस्टमा लागिहालेँ केही न केही काम गर्ने र अरूलाई साथी गर्न पाउँछ कि भन्ने मेरो एउटा उद्देश्य थियो अनि त्यसको सिलसिलामा मलाई त्यस्तै खालको राम्रो गुरु भेटायो त्यो गुरुले सहयोग गरेर चाहिँ मेरो सबै पढाइलाई सफल भयो सानो हुँदा चाहिँ अब उसको घर त अलि टाढो छ तर हामी सधैँ भेटिरहन्छौँ अब उनीहरू आफ्नै फ्यामिली भएको कारणले म सधैँ सधैँ भेट्न जान्छु उनीहरूसँग सानोमा अब चाहिँ अलि चकचके जस्तै थियो अनि अरू जे होस् एउटा केही न केही सुर सानैदेखि थियो उसको दावाले अहिले गुम्बा बनाउनै हो कि उताको लामाहरू सुत्ने घरकोलाई चाहिँ शादी गरेको दावाले यो जम्मा 11वटा कोठा छ यो तल्लो मुनिको 4वटा कोठा उता पछाडि 7वटा कोठा गरेर त्यो 11वटा कोठाको भवन निर्माणको पैसा चाहिँ दावाले शादी गरेको अब उनीहरूले सक्दो चाह्यो विद्यार्थीको खानको निम्ति अनि गुम्बामा के सामान चाहिन्छ अनि गुम्बा कसरी चाहिँ संरक्षण हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ शादी गरेर सोलुखुम्बु मान्छेले 나섬라디 예라와디 더위 더롱상 데디야 다나 빼다 니로 쿼터는 인디기 더롱 칼라숨메 칼라숨디 다나디 요 오왕데 야틀랑데라가 종어 요랑데 몰럼 겨르당 차초버지들 미싱 클래스 요 조신제 칼레노 덤마 다디 잠남데 모 칼라숨이 접기 디오르기 사제 동바지 웨티 사제 동바들 칼라숨 접노 에티 칼라숨 디다나마 데 유로와당 덤마 랑지라지 버티 제 칼레와이 다 중심 비질 버티지 dans classroom de usons de signer à ce temps. Le Solokhumbu-Trail a permis à Dawa de réunir suffisamment de fonds pour réaliser des travaux essentiels au bon déroulement de la vie monastique et de son école. Ils sont plus de 30 moines à bénéficier dans cette école d'une instruction. Souvent issus de familles pauvres, les enfants qui entrent au monastère sont pris en charge et c'est une chance pour eux d'évoluer socialement, tout en aidant les autres par leurs prières.
Je suis content d'aider. Alors, quelque part, je pense c'est pas un tort, quoi. C'est pas une fierté non plus. Je dis, je suis fier parce que j'ai la bonne santé, même si j'ai pas grand chose, j'ai essayé de partager avec des gens qui n'ont pas de moyens du tout. Alors, je suis, de ce côté-là, je suis fier. Si j'ai la possibilité, je ferai le maximum d'aider dans toutes les conditions, quoi. C'est pas seulement parce que c'est des ethnies Sherpa, c'est pas seulement parce que c'est ma famille, mais dans la besoin, si j'ai la possibilité, moi je vais essayer d'aider n'importe qui où je trouve, où je vois, où j'ai la possibilité, quoi. J'ai pas d'idée de garder un petit peu pour moi et c'est pas mon truc. Depuis tout petit, j'ai jamais pensé ça. J'ai dit aujourd'hui, si j'ai de partager avec les autres, c'est le bonheur, c'est un moment de bonheur et voilà. Ils sont contents de voir tous les gens qui viennent de l'extérieur et aussi des gens de l'extérieur. J'espère ils sont contents de voir aussi de partager aussi de petits moments même si c'est une tasse de thé, bah, on va partager ensemble. Et pour moi, c'est quelque chose de bonheur, quoi. Progressivement, la caravane du Solo Kumbutrai quitte les lieux d'enfance de Dawa pour entrer dans les hautes terres froides et le Khumbu. Kumjung est l'ancienne préfecture du Khumbu, située à 3900 mètres d'altitude, au pied de la montagne Kumbilla, la montagne sacrée. C'est l'un des derniers villages typiques Sherpa. À Kumjung, il y a une école financée par Sir Edmond Hillary. Le vainqueur de l'Everest en 1953 a entrepris la construction de cette école pour fournir aux enfants une instruction bien différente dans la forme de celle donnée à l'école monastique. Les enfants apprennent le népali, les maths, la géographie et surtout l'anglais. Pour venir à l'école de Kumjung, les enfants font jusqu'à 3 heures de marche le matin et le soir. Les cours débutent à 9 h et se terminent à 17 h. Skydiving, अस्ति सुने skydiving. Skydiving. यस्तो गर्दै ज्ञानेन्द्र सुटिङ पो गर्दै रहेछ माथिबाट स्काइडाइभ कस्तो मान्छे अनि डाइ भनेको चाहिँ त्यो फाल हान्नु यस्तो गुत्राउ
Je deviens vieux maintenant, c'est dur. Dawa Dashiri Sherpa suit avec sérénité les chemins menant vers les sommets. Il sait qu'il doit tout à son instruction. Avec le Solo Kumbutrai, Dawa entend faire découvrir son pays sur les chemins de son enfance. Il tente également de véhiculer ses valeurs pour aider les Sherpas et faire mieux comprendre son pays. Je ne serais pas monté pour rien. Allez, mon ami Daniel. C'est un grand moment. Merci d'avoir. Bienvenue. Sans toi, je serais pas là. Allez. Allez. D'une façon générale, on soutient Dawa dans ses périples, dans ses courses. Et plus particulièrement dans le cas de sa première course qu'il organisait chez lui. Il a vraiment su nous séduire quand il nous a proposé ce projet, qui avait d'une part qui impliquait des coureurs, et puis d'autre part, on pouvait en parallèle suivre des marcheurs, dont j'ai fait partie. J'ai pris un grand plaisir à suivre ce périple. Et effectivement, tel que proposé, on s'est dit qu'on pouvait faire une démarche particulière pour l'aider, et on s'est engagé dans ce projet, ce que nous ne regrettons pas d'ailleurs, parce qu'on a ramené d'une part personnellement des images magnifiques et puis des souvenirs qu'on va pouvoir faire partager à tous les collaborateurs. Bienvenue tout le monde à Kuala Lumpur. Merci d'avoir. Merci. Le Solo Kumbutrai fait passer les trailers ici, c'est vraiment royal. À se demander quand même si c'est un peu dommage de passer en courant parce qu'on n'a pas le temps de prendre son temps pour admirer. Mais ça vaut vraiment le coup. Comme Dawa, les Sherpas savent aujourd'hui utiliser leur territoire pour se développer. Ils suivent une évolution normale visant à devenir les acteurs du développement de leur terre, le Khumbu, pour quitter définitivement une vie souvent difficile. Ils veulent sortir de leur misère parce qu'ils ont vécu comme des bêtes. Moi, au début, il y a 20 ans de ça, quand je vivais dans le Khumbu, j'ai vu vivre des animaux. Mes belles-sœurs, mes beaux-frères, ils vivaient comme... ma belle-mère et mon beau, ils vivaient comme des animaux. Pas de soins, des souffrances sans médicaments, des travaux durs, sans possibilité de les diminuer. Pas de feu. Là-haut, il gèle 6 mois par la terre est gelée 6 mois par an. Pas de feu pour chauffer. Le feu, c'est pour cuire les aliments.
Hein. Donc ils vivaient comme ça, c'est le côté, c'est normal qu'ils suivent, qu'ils aient envie de bien-être. Les premiers mouvements, par exemple dans les Alpes, tu prends les Alpins, les Pyrénéens, qu'est-ce qu'ils ont fait au début? Ils ont quitté leur terre ingrate pour venir s'installer dans la cité, comme tout le monde rural. Hein, parce que la vie dans la cité, même ouvrier, c'était quand même le niveau, le standing au-dessus de celui qu'ils avaient dans les campagnes. Donc beaucoup de Sherpas sont descendus en ville. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Namché Bazar, Périché, Porché, Pangboché, etc., Tamé, ça devient des stations de montagne. Or, les types, ils se rendent compte qu'ils peuvent gagner des sous, ils peuvent vivre avec un bon standing dans ces montagnes. Et on voit à nouveau des gens qui reviennent s'installer dans ces montagnes qui avaient été désertes. C'est un peu le phénomène des alpages chez nous. L'alpage, c'était quoi? C'était 2 mois, 3 mois par an, l'été pour les vaches. Hein, et puis maintenant des stations, hein, toutes les stations de ski, l'Alpe d'Huez, l'Alpe du Mont Blanc, etc. Et bien ici, par exemple, Dingboché, il y avait 10 habitants. Ben maintenant, il y a 50 lodges. C'est le même phénomène que dans les Alpes, c'est assez amusant. L'autre aspect, c'est qu'ils vont dépasser le superflu, ce qui est nécessaire pour ne pas vivre comme des animaux, par exemple, et ils vont nous imiter, c'est-à-dire le toujours plus, la jalousie, l'autre il a ça, moi il faut que je l'ai, il a une cocotte minute de 4 litres, moi il faut que j'en ai une de 5 litres, et ça c'est logique, mais après, tu attends jusqu'où ça va, quoi. Les Sherpas du Khumbu sont désormais les maîtres de leur avenir. Grâce à la conquête de Sagarmatha, ils ont su profiter de l'incroyable manne d'argent qui leur était distribuée pour accompagner les expéditions vers les hautes cimes. De porteurs d'altitude, ils règnent aujourd'hui sur le business de l'Himalaya népalais. Les Sherpas descendent progressivement de leurs terres froides et la jeune génération aspire à une vie plus paisible que celle de leurs grands-parents. Depuis quelque temps, le gouvernement donne des primes aux alpinistes népalais qui tentent des records ou des sommets. Alors que la génération de Sherpas d'altitude détestait partir vers les sommets de plus de 8000 mètres, les jeunes Sherpas vont désormais à l'école et ils apprennent la pratique de la haute montagne pour devenir guides dans les grandes expéditions. Ils se lancent à la conquête des records. La montée la plus rapide de Sagarmatha, l'Everest, est détenue par un Sherpa en 8h22. Le prestige de telles ascensions et l'attrait de l'argent sont les moteurs essentiels à cette course au record. Les Sherpas ont toutefois un frein à leur développement. Ils tiennent les rênes de l'économie de montagne, mais sont peu représentés au sein du gouvernement et des instances décisionnelles. Le Népal est depuis peu une démocratie. Cela pourrait leur permettre d'accéder à certaines fonctions. Un ministre du tourisme a été nommé, mais les tensions avec les autres ministères bloquent les principales évolutions désirées par les associations de formation de guides. Le Népal est aujourd'hui en voie de développement, pressé de sortir d'une époque moyenâgeuse pour entrer dans le XXIe siècle. Cela ne pourra se faire qu'en formant et en donnant une instruction aux jeunes générations, qui sont l'avenir du pays. Comme tous les Sherpas, Dawa Dashiri évolue pour atteindre un mieux-être. Le moine bouddhiste devenu maçon, champion de trail, a réussi son pari. Je suis content. Je suis très content d'être ici et de montrer tous les paysages, beaux paysages à mes amis. Mes amis, parce que mes familles, les coraux, ils sont très proches de nature, moi-même. Alors, on a très grande relation entre la nature et les coraux. Voilà. Autant de sommets considérés par beaucoup comme de véritables obstacles, mais qui, aux yeux du sage Dawa Dashiri Sherpa, ne sont là que pour nous montrer qu'il existe toujours un chemin.
Avec le Solo Khumbu Trail, Dawa veut nous montrer que même si le départ est difficile, le chemin d'une vie est long et qu'il y a toujours des passages qui permettent d'avancer pour aller toujours plus haut. En Sherpa, c'est Chomolengmo, et Népalais, c'est Sabarmata.